Lorsque je suis arrivé pour la première fois dans la zone 51, le soleil perçait à peine l'épaisse couche de poussière soulevée par les hélicoptères qui atterrissaient et décollaient à intervalles strictement programmés. Mon affectation à cet endroit semblait être une coïncidence, bien que dans ma vie, et surtout dans ces années-là, rien n'arrivait par hasard. J'étais un vétéran des opérations de renseignement, ayant effectué une grande variété de missions qui pouvaient rarement être mentionnées, même dans des rapports classifiés. J'avais été rappelé du New Jersey, où je venais de terminer une enquête sur un cas étrange, impliquant un objet planant au-dessus d'une forêt dense dans les pins barrants. L'affaire laissait plus de questions que de réponses. Un énorme engin, selon les habitants, a plané dans les airs pendant plusieurs minutes, puis a disparu, laissant derrière lui des arbres roussis, une étrange odeur métallique et un sentiment de malaise qui ne pouvait être expliqué par des mots. Lorsque l'équipe militaire et moi-même sommes arrivés sur le site, il n'y avait aucune trace du vaisseau, mais les instruments que nous avions apportés avec nous ont enregistré de fortes impulsions électromagnétiques. Tout cela ressemblait à une observation d'OVNI typique, si tant est que l'on puisse qualifier de telle chose de typique. Je ne savais pas alors que cet incident ne serait que le début de ma plongée dans les secrets que le gouvernement cachait depuis des décennies. À la zone 51, après un bref briefing, j'ai été affecté au département d'analyse des artefacts extraterrestres. Ce n'était pas seulement une nouvelle étape de ma carrière, c'était une immersion dans une réalité que la plupart des gens ne pouvaient de même pas imaginer. Le premier jour, j'ai vu des choses qui ont changé à jamais ma perception du monde. Des fragments de vaisseaux faits de matériaux que la science n'avait pas encore réussi à reproduire. Des dispositifs qui ressemblaient à quelque chose entre des antennes et des êtres vivants. Et surtout, des documents que j'ai étudiés en réalisant froidement leur véracité. Parmi ces documents, je suis tombé pour la première fois sur une mention de cendre. C'est le nom donné par le personnel de la base à des êtres avec lesquels le gouvernement aurait été en contact depuis longtemps. Ils étaient décrits comme des êtres humanoïdes, à la peau gris-vert, aux immenses yeux noirs, au corps d'apparence frêle, mais dotés de la capacité de survivre dans des conditions incompatibles avec la vie humaine. Je me souviens d'avoir lu, assis à mon bureau, un dossier intitulé « Projet Hélios ». Son contenu m'a d'abord semblé incroyable, presque absurde. Il affirmait que le gouvernement américain ne se contentait pas d'étudier les ovnis, mais collaborait depuis longtemps avec une civilisation extraterrestre, échangeant des ressources et, comme il était dit, du potentiel humain contre de la technologie. Plus je lisais, plus il faisait froid à l'intérieur. Le document décrivait des nœuds disséminés à travers les États-Unis, grâce auxquels les Ashmen utilisaient notre planète comme base. L'un de ces nœuds était situé dans le New Jersey, dans les forêts même où j'avais récemment enquêté. Lorsque j'ai appris le lien entre cet incident dans le New Jersey et le nœud mentionné dans les documents, j'ai réalisé que l'incident était loin d'être une coïncidence. Des détails que j'avais considérés comme sans importance, l'odeur métallique qui imprégnait l'air et l'étrange tension que je ressentais dans mon corps lorsque nous traversions les zones brûlées de la forêt semblaient inexplicables. Mais maintenant que je savais que l'un des nœuds avait pu se trouver là, j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Dans la zone 51, on travaillait 24 heures sur 24. Il n'y avait pas d'équipe de jour ou de nuit, tout se confondait dans un cycle sans fin d'analyse, d'observation et d'expériences secrètes. L'une de mes premières tâches a été d'étudier les vidéos enregistrées dans les zones où l'activité des ovnis était en hausse. Des milliers d'heures d'images, filmées par des militaires et des civils, arrivaient à la base, et mon équipe devait chercher des modèles, des phénomènes inhabituels qui pourraient indiquer l'activité des cendres.
La plupart des enregistrements étaient là, classiques, d'étranges lumières volant dans le ciel et disparaissant à une vitesse vertigineuse, des ombres allongées, apparaissant là où il ne devrait de rien y avoir. Mais un enregistrement que j'ai qu'étudié seul, tarde dans la nuit, a tout changé. Sur l'écran, j'ai vu un terrain familier, la même forêt dans le New Jersey. Et les ciels étaient défilmés à partir d'un drone qui survolait lentement les couronnes denses des arbres. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'une ombre apparaisse dans le cadre, qui n'appartenait manifestement pas aux arbres, ni à aucun objet au sol. L'ombre s'est agrandie de plus en plus, et il est devenu évident qu'il s'agissait d'un objet massif, qui descendait lentement au-dessus de la forêt. Son contour était à peine visible, un énorme disque avec des protubérances sur ses bords. Puis, comme par un déclic, l'objet a commencé à se dissoudre, à disparaître, mais il restait une trace sur le sol. La terre et les arbres semblaient avoir été brûlés. J'ai continué à faire défiler la bande, mais les images qui ont suivi m'ont coupé le souffle. La caméra montrait des gens, des habitants du village le plus proche, qui semblaient marcher vers l'endroit, mais leurs visages étaient sovides, leurs mouvements lents comme des somnambules. Au bout de quelques secondes, ils ont commencé à disparaître, se dissolvant dans l'air comme s'ils étaient emportés par des forces invisibles. J'ai arrêté l'enregistrement, mais le son a continué à jouer. Au loin, j'ai entendu un bourdonnement sourd, puis un son fort et aigu, comme si quelque chose avait explosé. Le lendemain matin, j'ai fait part de mes découvertes à mes supérieurs, mais au lieu de se montrer intéressés, ils m'ont demandé d'arrêter de travailler sur l'affaire et de me concentrer sur d'autres tâches. Leur réaction était étrange, même pour la zone 51. J'ai compris ce qu'elle signifiait. Ils en savaient plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Après avoir reçu l'ordre de cesser d'étudier la cassette, j'ai senti quelque chose changer en moi. En travaillant dans la zone 51, j'étais habitué au secret et à la censure, mais pour la première fois, il m'est apparu clairement que derrière le voile du silence se cachait quelque chose de si énorme que même ici, au centre des recherches les plus incroyables, ils essayaient de le dissimuler. Ce soir-là, j'ai décidé d'agir à mes risques et périls. Je suis retourné aux archives sous prétexte de terminer un autre projet et j'ai rouvert le même dossier. Mon cœur s'est serré en revoyant la disparition des gens, leurs mouvements anormalement lents, leurs visages vides, comme s'ils avaient perdu tout ce qui faisait d'eux des êtres humains. J'ai remarqué un autre détail qui avait précédemment échappé à mon attention. Au moment où le dernier homme a disparu, la caméra a enregistré une faible lueur dans l'air à l'endroit où il venait de se tenir. C'était presque imperceptible, mais pendant une seconde, il m'a semblé que cette lueur prenait la forme de symboles complexes, semblables à ceux que j'avais vus dans les documents sur le projet Helios. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai commencé à chercher dans la base de données tout ce qui avait trait au New Jersey et à des cas similaires. Après quelques heures de recherche, j'ai réussi à trouver un rapport classifié portant la mention « usage interne uniquement », classe « menace maximale ». Ce rapport décrivait des « nœuds », c'est-à-dire des points sur Terre que les extraterrestres utilisaient pour créer des portails ou des ancrages temporaires afin de relier leur monde au nôtre. Selon le document, ces nœuds n'étaient pas seulement des sites d'observation, mais aussi des points par lesquels les cendres enlevaient des personnes pour leurs expériences. Il s'est avéré que le New Jersey était l'un des nœuds clés. Le rapport mentionne des cas similaires, des groupes de personnes disparaissant sans laisser de traces, ainsi que des phénomènes météorologiques étranges, accompagnant l'activité des ovnis. Mais la partie la plus effrayante du rapport est que le gouvernement était au courant de ces disparitions et qu'il y a consenti. Cela faisait partie du marché. En échange de technologie, les H étaient autorisés à mener leurs expériences et les autorités fermèrent pas les yeux sur les victimes.
j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Tout ce que j'avais vu dans le New Jersey, tout ce que j'avais appris dans la zone 51, se rejoignait maintenant. Les gens étaient une ressource, une marchandise à échanger contre une technologie qui promettait le progrès à l'humanité. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le bourdonnement dans mes oreilles, le son que j'avais entendu sur l'enregistrement, semblait me hanter même dans mon sommeil. Les jours suivants à la base se sont déroulés dans un climat d'anxiété et de tension. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'avais appris, et même si tout semblait normal à première vue, quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la zone 51. Les employés devenaient de plus en plus silencieux et la direction évitait toute mention de l'activité OVNI. Je décidai de poursuivre mon enquête, avec la conviction que chaque action devait être extrêmement prudente. Ce soir-là, je restais en service à la base, préparant un rapport pour un projet d'analyse de matériaux extraterrestres. Mais mon attention fut bientôt attirée par un changement étrange dans le comportement des systèmes de surveillance. Un scintillement inhabituel est apparu sur les moniteurs qui surveillaient sur le périmètre de la base. À première vue, il s'agissait d'une anomalie, mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué que cette anomalie avait un rythme, une pulsation qui rappelait la même lueur que j'avais vue sur les images du New Jersey. Ensuite, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Un énorme objet est apparu dans le ciel, juste au-dessus de la base. Il ne ressemblait à aucun véhicule terrestre, parfaitement rond, noir comme la nuit, un champ légèrement scintillant, entouré de minces brins de lumière qui pulsaient comme une chose vivante. L'objet planait simplement dans les airs, immobile et silencieux, mais sa présence était ressentie physiquement, comme une pression dans la poitrine. Les signaux radars se sont éteints instantanément et les systèmes électriques de la base ont commencé à clignoter, nous laissant dans une semi-obscurité. La panique s'est emparée de la salle de contrôle, les employés se précipitant sur les écrans pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais personne ne trouvait d'explication. Soudain, il y a eu une impulsion. C'était comme une vague qui s'éloignait de l'installation, pénétrant les murs et les équipements. Dans la même seconde, plusieurs employés ont commencé à se comporter de manière étrange. Leurs yeux se sont éteints, leurs mouvements ont ralenti et leurs visages ont pris une expression que j'avais déjà vue dans le New Jersey. Je me suis rendu compte que l'objet nous affectait, mais je suis resté conscient. Autour de moi, le chaos s'est installé. Les genoux semblaient sous hypnose. Leur corps bougeait sans contrôle, comme si quelqu'un les contrôlait. Je me suis précipité vers le terminal principal, où les observations étaient toujours enregistrées, mais malgré les problèmes. Les caméras à l'extérieur montraient comment des faisceaux de lumière commençaient à descendre de l'objet en direction de différentes zones de la base. Ces faisceaux soulevaient des personnes dans les airs, qui disparaissaient comme si elles se dissolvaient dans la lumière. Je voulais faire quelque chose, prévenir les autres, mais l'officier supérieur de la base est apparu devant moi. Son visage était aussi vide que les autres, mais sa voix était étrangement stable. « Tu n'as rien vu, Michael. Cela fait partie de l'accord. » Il m'a regardé comme s'il pouvait voir à travers moi, puis il s'est retourné et a marché lentement vers la sortie, juste sous l'un des faisceaux lumineux. J'ai regardé son corps s'élever dans les airs et disparaître. Lorsque le faisceau lumineux a englouti l'officier supérieur, il ne restait plus que moi et quelques membres du personnel, encore sous l'influence de l'étrange hypnose dans la salle de contrôle. J'ai essayé de retenir ma respiration, craignant que l'objet ne tourne son attention vers moi, mais la panique dans ma poitrine augmentait de seconde en seconde. Les lumières, à l'extérieur du bâtiment, devenaient encore plus brillantes, et le bourdonnement dans l'air s'intensifiait au point que je sentis mes oreilles exploser sous l'effet de la pression. Ce son n'était pas seulement un bruit, il s'insinuait dans mon cerveau,
provoquant une douleur et une étrange sensation, comme si on me sortait lentement de mon propre corps. Je savais que je ne pouvais pas rester immobile plus longtemps. J'ai attrapé le disque portable du terminal sur lequel j'avais réussi à télécharger des copies, des dossiers et des rapports relatifs au projet Helios, et je me suis précipité vers la sortie. Mes pas résonnèrent dans Sodi, dans les couloirs vides où il n'y avait pas âme qui vive. Tous les habitants de la base avaient disparu ou étaient figés dans l'immobilité, comme si leur corps avait perdu toute connexion avec leur esprit. Lorsque je suis sorti, la nuit autour de moi était inondée d'une lumière artificielle. L'objet planait toujours au-dessus de la base et sa forme était encore plus inquiétante. Un énorme disque qui semblait se déplacer lentement, comme s'il respirait. Les rayons de lumière continuaient à descendre, mais ils étaient moins nombreux, comme si le processus s'achevait. J'ai avancé vers le périmètre de la base en essayant de rester dans l'ombre, et chacun de mes pas se répercutait dans ma poitrine, comme si cet objet pouvait sentir chacun de mes mouvements. Je me suis rendu compte qu'il ne se contentait pas d'emmener les gens, mais qu'il scannait tout ce qui l'entourait, comme pour vérifier ce qu'il restait. Arrivé à la clôture, j'ai activé la sortie de secours, censée désactiver une partie du système d'alarme, et je me suis dirigé vers l'extérieur. À l'extérieur de la base, tout était plongé dans le silence, mais même ici, je sentais la lourdeur de l'objet, sa présence pressante comme une main invisible. J'ai couru à travers le désert en regardant en arrière et en espérant que l'objet ne remarquerait pas ma fuite. Les lumières du véhicule militaire que j'avais utilisé plus tôt scintillaient à l'horizon. Je savais que je devais l'atteindre avant que l'installation ne commence à bouger. Je suis monté dans le véhicule et j'ai démarré le moteur, mais avant que je puisse bouger, un autre rayon de lumière est apparu à l'horizon, illuminant une partie du désert. Il ne me visait pas, mais sa proximité m'a fait reculer, comme si je pouvais être vu. Le faisceau a disparu et l'objet a semblé commencer à reculer. J'ai entendu son bourdonnement s'atténuer, puis disparaître complètement. La nuit recouvrait à nouveau le désert, mais je savais que ce n'était qu'une accalmie temporaire. Atteignant le point sûr le plus proche, je m'arrêtai pour reprendre mon souffle. Mes limbes tremblaient et mon esprit luttait encore contre la réalisation de ce qui s'était passé. J'ai sorti le disque dur de ma poche et l'ai branché sur mon ordinateur portable pour vérifier ce que j'avais réussi à sauvegarder. Il y avait des enregistrements, la même vidéo du New Jersey, des images de la caméra de la base montrant des gens soulevés dans les faisceaux lumineux et quelques documents confirmant l'existence du projet Helios. L'un d'entre eux deux était particulièrement important. Il décrivait un accord entre le gouvernement américain et les H. Le document indique que les premiers contacts ont eu lieu au milieu du XXe siècle et que, depuis lors, la civilisation extraterrestre a exigé l'accès aux ressources de la Terre. En échange de la technologie fournie, les autorités ont accepté d'affecter un certain nombre de personnes à la bonne recherche. Ces personnes ont disparu sans laisser de traces. Elles ont été enregistrées comme disparues, mais ont en fait été emmenées pour des expériences dont même ce document ne parlait qu'en termes généraux. En lisant cela, j'ai compris que les H ne se contentaient pas de nous observer. Il y a longtemps qu'ils nous ont intégrés à leur écosystème. J'étais assis dans ma voiture, entouré d'un silence froid et désertique qui ne semblait plus vide. L'air était saturé d'une tension invisible, comme si la Terre elle-même était figée dans l'attente. Je continuais à parcourir les documents et les enregistrements que j'avais réussi à sauvegarder, repassant dans ma tête tout ce que j'avais appris au cours des derniers jours. Les données m'ont révélé une image effrayante du monde dans lequel nous vivons. Les événements du New Jersey ne semblaient même plus être une anomalie locale ou un événement rare. Au contraire, tout ce que j'ai étudié indique qu'il s'agit d'un élément d'un vaste système caché
aux yeux de millions de personnes. Je me suis replongé dans les images vidéo qui semblaient s'être littéralement imprimées dans mon esprit. Les personnes qui disparaissaient dans la lumière laissaient derrière elles un vide qui semblait non seulement physique, mais aussi spirituel. Ces disparitions n'étaient pas aléatoires, elles suivaient un algorithme strict que je devais comprendre. Je me suis plongé dans les dossiers du projet Helios. L'un d'entre eux contenait un diagramme des nœuds disséminés sur la planète, chacun servant de ancre à leur présence sur Terre. Ces nœuds se trouvaient dans des endroits géographiquement éloignés, mais stratégiquement importants. Le désert du Nevada, les montagnes du Colorado, les forêts profondes du New Jersey. Le système était presque parfait. Les nœuds permettaient à une civilisation extraterrestre, les H, comme nous les appelions, de se déplacer entre leur monde et le nôtre, de créer des portails temporaires par lesquels ils prenaient ce dont ils avaient besoin. Il ne s'agissait pas d'un enlèvement ou d'une exploration au hasard. Il s'agissait d'un plan. Un autre document a confirmé mes pires soupçons. L'accord entre le gouvernement et les extraterrestres ne portait pas seulement sur l'échange de technologies, mais les autorités américaines acceptaient de mettre un certain nombre de ressources à leur disposition. Cette ressource, c'était nous, les humains. J'ai regardé la liste. Elle contenait des noms, des dates, des lieux. Des habitants du New Jersey, du Colorado et même de petites villes du Nevada disparaissaient depuis des décennies et les autorités les considéraient comme des accidents ou des enlèvements par des criminels. Tout cela était soigneusement dissimulé pour que personne ne puisse faire le lien. L'un des dossiers contenait un enregistrement audio de conversations avec des représentants des cendres. Une voix profonde et mécanique semblait provenir des ténèbres elles-mêmes. Votre race est primitive, mais elle a du potentiel. Vos corps sont une ressource qui peut être adaptée. Vos esprits sont des outils d'exploration. Je frémis. Ce n'était pas une offre de coopération. C'était un avertissement que l'humanité n'était plus maître de son destin. J'ai entendu le bruit d'un moteur au loin, et j'ai compris que j'étais suivi. Mes pensées auront été interrompues par un grondement qui s'approchait de l'horizon. La lumière des phares a traversé l'obscurité de la nuit, indiquant qu'il ne s'agissait pas de voyageurs au hasard. Ceux qui étaient venus savaient où j'étais et pourquoi j'étais ici. J'ai sorti le lecteur de données de mon ordinateur portable, je l'ai mis dans ma poche et j'ai démarré le moteur. La voiture a eu du mal à démarrer, son vieux moteur produisant un grincement désagréable qui, à ce stade, ressemblait à un signal pour mes poursuivants. Les phares ont commencé à s'approcher. Je réalisais qu'il me restait quelques minutes avant qu'ils ne me rattrapent, et toutes mes pensées se concentrèrent sur une seule chose. Je devais m'enfuir, me cacher, transmettre l'information dans un endroit sûr. La route était longue, droite, et le désert semblait s'étendre à l'infini. Les lumières derrière moi devenaient de plus en plus brillantes, et le ronronnement des moteurs de plus en plus fort. Ils savaient que je ne pouvais pas aller bien loin. C'est alors que j'ai entendu un son qui m'a rendu insensible. C'était un bourdonnement, bas, rythmé, provenant d'un endroit autre que les voitures. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. L'objet était réapparu. Contrairement à celui que j'avais vu à la base, celui-ci était encore plus grand, et sa forme était distincte. Un énorme disque entouré d'un anneau de lumière vacillante. Il se déplaçait lentement, mais chaque mouvement était ressenti physiquement comme une pression sur ma poitrine. Les voitures qui me suivaient se sont soudain arrêtées. J'ai vu leurs conducteurs descendre et se figer, fixant le ciel, leur visage, même à distance, semblant dénués d'émotion. Un faisceau de lumière était descendu de l'objet, enveloppant les voitures, puis a disparu, ne laissant que le silence. Ma voiture, qui tremblait, continuait à avancer. Je ne savais pas ce qu'il était advenu des poursuivants,
mais je me rendais compte que ce n'était que le début. La voiture avançait sur la route déserte, le vieux moteur grondait comme s'il était sur le point de tomber en panne. Mais je continuais à avancer, car tout arrêt pouvait signifier ma fin. Je n'arrivais pas à oublier le faisceau de lumière qui engloutissait les voitures qui me poursuivaient. Ces gens avaient propice disparu, comme ceux qui avaient disparu dans le New Jersey. J'ai essayé de me calmer en me rappelant que j'avais des données qui pouvaient faire la lumière sur tout ce qui se passait. Mais en même temps, j'ai réalisé que ces données étaient la raison pour laquelle j'étais pris pour cible. Ils ne me laisseraient peut-être pas partir comme ça. J'ai bientôt atteint une petite ville, le seul endroit où je pouvais me réfugier pendant un certain temps. La ville était calme, presque déserte, ses rues n'étant éclairées que par la faible lumière des vieux lampadaires. J'ai garé ma voiture sur le trottoir et je suis sorti en essayant de ne pas faire trop de bruit. Mes pas m'ont conduit jusqu'au cybercafé qui, miraculeusement, fonctionnait encore dans ce lieu oublié. Il n'y avait qu'une seule personne à l'intérieur, un jeune homme penché sur son ordinateur portable. Il ne m'a pas prêté attention. Je me suis assis à un bureau dans un coin et j'ai branché le disque dur sur l'un des vieux ordinateurs. Les doigts tremblants, j'ai commencé à télécharger des fichiers vers le stockage en nuage protégé par mots de passe et crypté que j'utilisais pour ma correspondance personnelle. Chaque pourcentage de téléchargement me paraissait une éternité. Au fur et à mesure que les fichiers étaient téléchargés, je vérifiais mes notes encore et encore. Parmi elles, il y en avait une particulièrement intimidante. Une carte avec des marques indiquant où se trouvaient les nœuds dans le monde. New Jersey, Nevada, Colorado, ce n'était que le début. Les nœuds se trouvaient dans des dizaines de pays, chacun étant lié à une activité spécifique. À en juger par les enregistrements, les nœuds ne servaient pas seulement de portail, mais aussi de balises pour leurs vaisseaux. Par leur intermédiaire, les cendres contrôlaient leur présence sur Terre, et nous, les humains, n'étions que du matériel expérimental pour eux. Lorsque le téléchargement a atteint 100%, j'ai senti la tension retomber un peu. J'avais maintenant une copie en lieu sûr, et même si je me faisais prendre, l'information ne disparaîtrait pas. J'ai quitté le cybercafé avec le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour préserver la vérité. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille pour autant. La ville était toujours calme, mais le silence semblait désormais inquiétant. Je me suis dirigé vers ma voiture, mais j'ai remarqué qu'au loin, à l'une des intersections, des lumières clignotaient. Il ne s'agissait pas de lampadaires, mais d'une étrange lueur pulsée. Les lumières se sont devenues les plus brillantes, et j'ai bientôt vu que l'objet que j'avais vu dans le désert était descendu dans la rue. Sa taille était effrayante. Il couvrait la moitié de l'horizon. Je me suis caché derrière ma voiture et j'ai observé les faisceaux de lumière qui commençaient à tomber dans les rues. Ils se déplaçaient lentement, fouillant chaque coin comme s'ils cherchèrent quelque chose. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai rapidement sorti et j'ai vu que j'avais reçu une notification. Mais des fichiers avaient été transférés avec succès et sécurisés. C'était le seul moment de soulagement que j'avais eu de toute la nuit. Mais ensuite, il y a eu un bruit. Le bourdonnement que j'avais entendu auparavant, à la base et dans le désert, était maintenant beaucoup plus fort. Il résonnait dans mon corps, pénétrant jusqu'au plus profond de ma conscience. Un faisceau de lumière est tombé juste devant moi et j'ai senti tout ce qui m'entourait disparaître. L'espace a commencé à se brouiller, comme si le temps lui-même commençait à s'étirer et à se briser. Mon dernier souvenir est celui d'une lumière vive qui remplissait tout mon champ de vision et d'un bourdonnement si fort que j'ai cessé de l'entendre. Je ne sais pas comment ni pourquoi vous lisez ceci maintenant, mais sachez une chose, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, est vrai. Ceux que nous appelons ovnis, ceux que nous prenons pour des observateurs occasionnels,
sont là depuis longtemps. Ils ne font pas que regarder. Ils contrôlent la situation. Si vous avez trouvé cette cassette, vous avez une chance d'apprendre la vérité. Mais soyez prudents, ils nous observent toujours.